Bonjour, je suis Charles du blog Excel avec la bureautique et je vais vous présenter aujourd'hui 4 astuces avancées avec PowerPoint. Avant tout, je tiens à remercier Lydia qui nous accueille sur son blog afin de pouvoir partager ces astuces avec elle. Commençons par la première astuce. Suppression de l'arrière-plan des images. Depuis la version 2010 d'Office, Microsoft a rajouté une fonctionnalité que très peu de gens connaissent qui est la manipulation des images directement dans Office, en tout cas pour une version assez allégé de manipulation d'images, mais l'une d'entre elles, c'est la suppression de l'arrière-plan. Alors, prenons cet exemple avec cet avion qui vient des images qui sont insérables depuis le menu ici, images en ligne, rechercher d'images avec Bing dans la catégorie avion que l'on voit ici, avec les droits Creative Commons, qui veut dire que ce sont des images libres de droit que nous pouvons utiliser. On retrouve l'image que j'ai insérée ici. Alors cette image, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Lorsqu'on la sélectionne, un nouveau ruban apparaît dans le menu qui est l'outil image et tout en gauche on a la commande supprimer l'arrière-plan. Que se passe-t-il lorsqu'on clique dessus? PowerPoint essaie de détecter automatiquement ce que j'essaie d'extraire de l'image pour justement isoler l'arrière-plan de ce qui est donc au premier plan. Là, il a essayé d'identifier, il a vu qu'il y avait l'avion, il en a fait un petit peu la bordure, mais comme on peut le voir ici, les ailes ont été un petit peu découpées ainsi que le nez. On va pouvoir avec cette zone ici agrandir la zone de recherche de l'image de premier plan afin de supprimer ensuite l'arrière-plan. Et là, comme on peut le voir, la sélection c'est un petit peu mieux faite. Si on regarde un petit peu plus près, on va voir que ici sur le bout du nez, il y a un petit bout qui a été retiré par PowerPoint. Donc en fait, en faisant un petit peu de zoom là, nous allons pouvoir utiliser les boutons de commande qui sont ici présentes pour rajouter ou supprimer des zones que PowerPoint aurait mal reconnues. Comme on peut le voir, lorsque je clique ici, je vais pouvoir faire deux opérations différentes, soit juste un petit point comme ça, et PowerPoint va essayer d'inclure la zone qui se trouve autour du point et va détecter les zones d'image, soit je vais pouvoir faire un clic et glisser, donc je vais pouvoir tracer un trait et il va identifier toute la zone que j'essaie de conserver. Par exemple ici on voit qu'il y a une petite zone sombre et admettons que je souhaite le conserver, je vais pouvoir cliquer et tirer et PowerPoint va essayer d'identifier la zone que j'essayais de conserver. Si je me suis trompé, je vais pouvoir supprimer le marquage que j'ai rajouté et recommencer. Je peux également supprimer des zones, par exemple, si je souhaitais enlever les hublots de l'avion, je vais pouvoir faire des points ici et dire à PowerPoint, je ne veux pas ces zones noires, et il va essayer d'identifier tout seul la zone que j'essayais de supprimer. Et comme on peut le voir là, il a identifié tout l'avion et il a retiré les hublots. Que se passerait-il maintenant si je fais conserver les modifications? Notre image se retrouve perforée et juste isolée à la taille de l'avion. Si je souhaite revenir sur ces éditions, je peux revenir dans le menu supprimer l'arrière-plan et je vais par exemple supprimer les marquages que j'ai rajoutés au niveau des hublots et revenir à mon état avec uniquement l'avion. Ceci c'est pour la première étape. Une fois qu'on a fait cette étape, on va pouvoir mettre des effets sur cet avion et voir l'avantage que ça a de supprimer l'arrière-plan. Alors en sélectionnant l'image, ici on va pouvoir ajouter des effets d'image. Ici en particulier, celle que j'apprécie particulièrement, c'est celle de l'eau. Alors on peut utiliser les menus préconfigurés qui sont disponibles, mais on peut tout à fait ici venir jongler avec les différents curseurs pour adapter et créer l'effet qu'on va souhaiter. En général, il faut éloigner l'ombre, ça donnera de plus jolis effets. Et là, comme on peut le voir, en changeant le curseur, on va pouvoir déplacer l'ombre pour donner l'effet désiré. Donc là, déjà, c'est un effet qui peut m'intéresser, à voir si je souhaite, par exemple, augmenter la distance de l'avion ou pas, mais également la taille de l'ombre, puisque ça va pouvoir me donner des effets tout à fait différents. Si je suis comme ça donne l'impression que l'avion est très haut, et si je ramène la distance et que j'augmente la taille, on va pouvoir donner un effet Rasmot en fonction de ce qu'on souhaite faire. Voilà, donc là maintenant vous avez une image, en quelques clics on a pu lui rajouter l'ombre, extraire cette image d'avion depuis une image source fournie par Microsoft et donner un effet sympathique que l'on pourra reproduire après avec d'autres formes d'images.
récapitulons. On sélectionne l'image, on utilise la fonction supprimer l'arrière-plan, on affine les zones de sélection avec les marquer les zones ou supprimer les zones comme on le souhaite. À la fin, on conserve les modifications et on rajoute les effets d'ombre en particulier ou de reflet ou tout autre effet d'image que l'on souhaite, voire aucun effet. Passons à l'astuce numéro 2. Deuxième astuce, alors fermons ça, on va pouvoir passer à la deuxième, c'est optimiser la taille des fichiers PowerPoint. Alors, qui n'a jamais fait de fichier de présentation PowerPoint dans lequel il a mis de nombreuses images, de nombreux éléments, et à la fin, au moment où il va vouloir le transmettre, se rend compte que son fichier fait plusieurs dizaines de mégas et est intransmissible par email comme il le souhaitait au départ. Maintenant, il va falloir optimiser un peu cette taille sans renier ou diminuer le nombre de contenus qu'on avait. Alors, vous avez différentes options qui sont à votre disposition, deux en particulier. Allons voir, donc lorsqu'on a notre fichier, d'ailleurs on va regarder sa taille. Quand on va dans l'onglet fichier, ici on peut immédiatement voir la taille que fait notre fichier. Ici, il fait 6,86 MB. Alors, en sélectionnant une image, vous allez de nouveau dans l'outil image et une commande qui n'est disponible que dans cet onglet apparaît, qui est le compresser les images. Lorsqu'on va cliquer dessus, il y a une case à cocher qui est un petit peu piège, qui est appliquée à l'image sélectionnée uniquement. Lorsque je décoche cette case, je vais pouvoir rééchantillonner l'ensemble de mes images du PowerPoint à l'échantillonnage que je souhaite. Donc, par exemple, si je passe toutes les images de mon fichier à 150 points par pouce, eh bien, en décochant cette case, je vais l'appliquer immédiatement. Ainsi, en faisant OK, je vais pouvoir sauvegarder mon fichier, venir dans Fichier et me rendre compte que mon fichier est passé de 6,86 à 4,99 mégas. Ainsi, on a déjà enlevé 1,5 mégas juste avec 2 clics. Maintenant, pour les situations un peu plus compliquées, on va pouvoir travailler autrement. J'ai une deuxième manière de vous présenter cette astuce qui est un petit peu plus délicate et c'est pour ça que je vais vous le présenter sur un autre fichier exemple. Ici, j'ai préparé un fichier de démo qui fait 6,7 mégas. Je vais vous recommander d'en faire une copie avant de faire quelconque manipulation afin d'éviter de compromettre votre fichier. Alors, première chose, on va faire CTRL-C, CTRL-V pour copier ce fichier, pour en faire une copie, comme je vous l'ai dit. Et sachez que depuis la version 2007 d'Office, toutes les extensions qui terminent par un X, en réalité, on peut... alors, je ne souhaitais pas l'ouvrir, il s'est ouvert un instant, on va revenir dessus. Je souhaitais simplement renommer l'extension. Voilà, tous les fichiers qui terminent par un X en fait sont en réalité des fichiers zip. Lorsque je renomme le fichier, je peux dire tout à fait oui à l'avertissement qui est là, qui indique bien si vous modifiez l'extension, vous risquez de rendre le fichier inutilisable, mais je sais très bien ce que je fais. Hop, regardez le point zip. Maintenant, je peux naviguer à l'intérieur de mon fichier et découvrir une structure. En particulier dans le dossier PPT puis médias, je vais pouvoir voir tous les contenus médias, images, sons et vidéos qui sont inclus dans mon PowerPoint. Et là, par exemple, en un coup d'œil, je peux voir que c'est l'image 4 qui est la plus volumineuse. En fait, je vais pouvoir ici, en faisant clic droit, copier, en revenant à la racine, puis coller, immédiatement pouvoir voir l'image qui posait le problème. Alors, je vais regarder cette image. Ah, on retrouve l'avion. Et bien, en fait, on va pouvoir faire une manipulation particulière. Donc, ceci, c'est Paint.net. C'est un outil gratuit disponible sur le net qui nous permet de faire un outil d'édition d'images vraiment simplifié, un peu plus élaboré qu'Office, mais moins élaboré que des concurrents du marché. On va pouvoir ici faire redimensionner. Et par exemple, je vais diminuer la taille à 35% de la taille originale. Lui me projette un fichier à 358 kg. Je fais OK. J'enregistre. Je pars. Donc là, mon fichier maintenant, il fait 217K. Je vais pouvoir de nouveau faire copier. Alors, où est mon copier? Il est là. Je vais me rendre dedans. Repartir dans PowerPoint. Partir dans Média. Et surtout, essentiel pour que ça fonctionne, je dois d'abord faire supprimer,
Puis, je vais pouvoir coller de nouveau l'image 4 de la même manière que je l'avais. On voit maintenant qu'on a diminué la taille du fichier et revenir sur mon fichier, mon dossier. Maintenant, on voit que mon fichier a diminué de taille. Je renomme de nouveau mon fichier zip en PPTX. Et je vais pouvoir maintenant l'ouvrir, il reste fonctionnel. Alors, pour quelle raison je n'ai pas extrait, fait clic droit dézipper ou extraire le contenu? C'est parce que justement, l'astuce consiste à conserver le fichier zip et à l'éditer à l'intérieur. Si vous faites une décompression puis une recompression, le fichier apparaît comme compromis et PowerPoint refuse de l'ouvrir. Donc cette astuce est à utiliser avec parcimonie, uniquement dans les situations où vous ne souhaitez pas rééchantillonner la totalité des images de votre PowerPoint, mais plutôt identifier peut-être le fichier qu'il faudrait réduire afin d'optimiser la taille de votre fichier. Alors on va récapituler les deux options. Selon la règle de l'art, c'est vraiment en passant par les menus intégrés à PowerPoint, on sélectionne l'image, on utilise la fonction compresser, on utilise le niveau de compression approprié, surtout on n'oublie pas de décocher appliquer à l'image, c'est l'option par défaut qui est sélectionnée pour que ça s'applique à toutes les images. La deuxième méthode que je vous invite à utiliser avec vraiment beaucoup de précautions, surtout avec une copie de votre fichier original pour ne pas le compromettre, vous le renommez en zip, vous identifiez dans le dossier PPT puis média les contenus qu'il faut réduire, vous le supprimez, vous le copiez d'abord en dehors du fichier PowerPoint, vous le compressez, vous retournez dans le dossier PPT média, vous supprimez le fichier, vous le remettez. Et ensuite, en renommant le zip en PPTX, vous retrouvez votre PowerPoint diminué de taille et cette fois, il est transmettable. Passons à l'astuce numéro 3. Comment placer efficacement un logo sur toutes les slides? Alors, en complément de l'optimisation de la taille des fichiers, parfois ici on souhaite rajouter un logo sur l'ensemble des slides, on a tendance à utiliser le copier-coller à outrance et en réalité PowerPoint, ne sachant pas si on va manipuler chacune de ces images séparément, va copier autant de fois que l'image est présente sur les slides. Et donc c'est dommage pour un logo qui va être présent sur l'ensemble des slides de le copier autant de fois qu'il y a de pages. Alors, première des choses, évidemment, il faut aller dans le masque des diapositives, qui est la structure inhérente à chaque fichier PowerPoint et qui permet en fait de designer les mises en page des différents slides. Alors, l'astuce consiste en particulier à placer le logo sur ce qui s'appelle la master slide. Comme on peut le voir ici, il y a une structure arborescente et lorsqu'on place un élément sur la master slide, on va pouvoir le retrouver partout. Alors, quelle image je vais mettre? Alors, je propose d'utiliser cette image qui est le logo d'Office. Donc, je vais faire un petit CTRL-C ici, retourner dans le masque et vous allez voir que lorsque je le place sur la master slide, automatiquement la totalité des slides apparaissent avec ce logo. Alors c'est un logo, hein, c'est pas le contenu essentiel, donc je vais pouvoir le prendre et le placer par exemple en bas à gauche ou en haut à droite de l'ensemble de mes slides. Et comme on peut le voir, lorsque je vais quitter ça, automatiquement j'ai l'icône qui s'est mise sur la totalité des slides. Maintenant, vous allez me dire, le problème c'est que sur la première page, j'aimerais mettre un gros logo et pas utiliser ceci. Comment faire? Vous avez deux façons de le faire. Soit vous le faites au cas par cas, slide par slide, du côté de votre fichier PowerPoint, mais on verra qu'il y a des petits avantages et inconvénients, mais le mieux, c'est toujours dans le masque des diapositives. Par exemple, ici, j'ai ma slide de mise en page de titre. Je vais pouvoir utiliser une fonction qui est juste là, qui est présente directement dans le masque diapositive, qui est masquer les graphiques d'arrière-plan. Au moment où je fais ça, il va ignorer toutes les images que j'ai insérées dans ma master slide. Et ainsi, lorsque je quitte, eh bien voilà, ma slide de titre ne dispose plus du logo en haut à droite, contrairement à toutes les autres qui l'ont toujours. Maintenant, au cas par cas, si par exemple je trouve que tiens, cette slide ne l'a pas, pour quelle raison? Probablement que c'est une slide de titre. On va la réinitialiser. On ne l'a pas, alors on va aller voir le masque. Eh bien,
Que se passe-t-il? Eh bien, je vais vous le dire. Ce qui se passe, c'est que ici, dans l'onglet Création, on peut aller dans Mettre en forme l'arrière-plan et cocher la case Masquer les graphiques d'arrière-plan. Et en fait, comme on peut le voir, lorsque celle-ci est cochée, je peux justement dire sur cette slide, je n'en veux pas, parce que j'ai déjà le logo en grand et je ne veux pas l'avoir en double. Donc je vais aller dans l'onglet Création, mettre en forme l'arrière-plan et je vais pouvoir masquer le graphique d'arrière-plan. Ainsi, il va faire la même chose qu'on a vu sur les masques de diapositives avec la master slide et les autres mises en page. Je vais dire sur ce slide, ignore la totalité des médias du modèle parce que j'en ai suffisamment dessus. Passons à l'astuce numéro 4. Comment créer des animations complexes facilement? Alors la première des choses, vous allez me dire à quoi ressemble une animation complexe? Eh bien je vais vous le montrer ici en allant dans l'onglet animation et en faisant apparaître le volet animation. Je vais vous montrer cette animation. Là on se rend compte qu'il y a beaucoup d'objets, ça va dans tous les sens et on va se dire mais comment est-ce que je sais que telle chose va à tel endroit et dans tel sens? Eh bien, l'astuce consiste à utiliser encore un menu que j'ai mis de nombreuses années avant d'identifier et de découvrir. En allant dans l'onglet Affichage, on pourrait imaginer trouver quelque chose. Eh bien non. De nouveau, il faut sélectionner un objet, aller dans l'onglet Outils de dessin et je fais apparaître le volet Sélection. Et là, ici, on va se rendre compte qu'on a tout un tas d'objets qui sont présents et nommés. Et l'intérêt maintenant, ça va être de, par exemple, tout masquer. Et je veux par exemple faire apparaître cet ovale-là et cet ovale-là. Et on va se rendre compte que je vais pouvoir décider quel objet va apparaître à quel moment. Du coup, je vois que dans mon animation, seuls ces objets apparaissent. Maintenant que j'ai traité ces objets et leur moment d'ouverture, je vais pouvoir ouvrir les autres et décider eux aussi s'ils doivent disposer d'une animation ou pas et quand ils doivent apparaître. Par exemple, ici, quand on est sur une animation, on va pouvoir déterminer la durée d'affichage et le délai d'affichage par rapport au précédent par exemple. Et afin de pouvoir s'y retrouver, ce qu'il est également possible de faire et qu'on oublie mais qui peut être très très pratique, c'est que chacun de ces objets, lorsque c'est vraiment complexe et qu'on veut faire quelque chose d'intéressant, c'est que je peux renommer mon objet en mettant ovale en haut à droite. Ainsi, lorsque, comme vous pouvez le voir, le fait de l'avoir nommé, eh bien, dans l'animation, je sais que c'est celui-là. Donc, même si je déplace le moment de son animation, eh bien, ça reste ovale en haut à droite qui est là et qui va apparaître au moment où je le souhaite et surtout, je sais de quel objet il est question. Alors, une animation complexe restera une animation complexe. Maintenant, ce sera plus facile à jongler, à ne pas sélectionner quand je prends ça, est-ce que je suis en train de prendre le bon trait ou pas? Je n'en ai aucune idée. Alors que ici, lorsque je vais sélectionner un objet, alors par exemple un connecteur, alors il faudra juste que j'ai l'affichage complet pour pouvoir le voir. On va voir, je vais en trouver une autre. Ah bah voilà, elle s'est sélectionnée précédemment. Ici, on voit le point vert qui est là à là. Vous voyez bien que c'est compliqué. Alors que si je masque tout et que je prends que le connecteur, je sais exactement lequel c'est, sans aucun doute que j'ai bien sélectionné celui-là et je peux maintenant définir, voilà, celui-là c'est le trait central, il va apparaître à tel moment et donc je vais pouvoir le faire. On peut voir un deuxième exemple d'animation complexe. En plus, dans ce cas-là, ce qui est intéressant à voir, c'est que quand je sélectionne un objet, en fait, ce sont des formes ovales qui sont dessinées avec tout un tas d'effets appliqués dessus et donc l'objet il est compliqué à attraper, on ne sait jamais lequel on a attrapé. Alors que si je le nomme et que je dis que c'est l'arc en bas à gauche en partant le troisième, je vais savoir que lorsque je sélectionne cet arc là, je vois où il est dans l'animation et donc je peux contrôler son moment d'apparition. Voici pour donc la quatrième astuce. Je vous propose également une cinquième astuce un peu bonus, mais pour ça il faudra venir sur mon blog qui est Excel avec la bureautique, c'est comment changer la langue dans PowerPoint. Puisque, comme vous le savez peut-être si vous avez eu l'occasion de faire de nombreux PowerPoint, lorsque vous récupérez des modèles, parfois anglo-saxons, parfois francophones, voire d'autres pays,
vous avez des corrections orthographiques qui se mettent un peu partout, vous avez les mots qui sont soulignés en rouge dans tous les objets, et il n'y a aucune fonction native dans PowerPoint qui permet de changer la totalité des objets dans une langue. C'est pour cela que j'ai créé une macro, alors que je ne suis pas un grand fan des macros, je peux l'expliquer aussi sur mon blog pourquoi. Eh bien, j'ai créé une macro qui permet de changer la totalité des langues de tous les objets. Et à la fin, je fais apparaître d'ailleurs le nombre d'objets qui ont été modifiés. Et vous seriez surpris de voir que pour un simple objet, pour une slide basée sur un modèle, parfois il y a déjà 50 à 60 objets qu'il faut modifier pour que la langue soit correctement changée. Je vous remercie, cette vidéo s'achève désormais. N'hésitez surtout pas à poser des questions à Lydia ou à moi-même afin qu'on puisse vous répondre probablement à travers un article. Merci et à bientôt.